revient, maintenant de présenter, le dernier conférencier, heu, avant d'entamer la table ronde. Il s'agit donc de Michael Boni. Michael Boni que je connais bien, hein, puisqu'on a évolué dans le même milieu depuis des années déjà, donc le service de santé des armées. Michael est un vétérinaire en chef, actuellement affecté à l'Institut de recherche biomédicale des armées, donc l'IRBA, à Brétigny-sur-Orge, à trentaine de kilomètres au sud de Paris. Il est professeur agrégé du Val-de-Grâce, alors dans une discipline de santé publique vétérinaire en sécurité sanitaire des aliments et de l'eau. Beaucoup de cordes à son arc. Bon, il est membre correspondant, hein, de notre compagnie depuis décembre dernier, et on lui a demandé d'intervenir aujourd'hui, alors en complément de la conférence qui vient d'être donnée, sur le même sujet de la surveillance environnementale de ces infections émergentes, en tant que membre du comité de coordination et d'orientation scientifique du réseau Aubépine. Michael, je te laisse la parole. En général, je vous remercie, de m'avoir, présenté aussi bien. Donc je vais essayer d'être aussi intéressant que les grands conférenciers que l'on vient d'écouter avec des sujets, passionnants. Donc on n'a pas tellement évoqué, les eaux usées. Donc, Jean-Loup a dit que je connaissais un peu le domaine de l'eau potable et donc, à l'IRBA, quand la question est arrivée, on m'a dit: «Boni, vous connaissez l'eau, donc vous allez, travailler sur les eaux usées» et c'était vraiment d'un très grand intérêt pour moi. Donc mon exposé va comporter en gros 3 parties. Je vais vous représenter rapidement le projet Aubépine, hein, qui a pris, naissance en 2019-2020, à la plateforme Aubépine Plus que je vais vous présenter plus en détail, aujourd'hui, qui est notre, challenge pour les 5 années à venir. Je décrirai quelques tâches qui seront à réaliser dans le cadre de ce réseau Aubépine Plus et donner quelques exemples de surveillance de maladies virales par les OUC. Donc le projet Aubépine était basé sur un concept simple, hein. Donc les personnes malades, qu'elles soient symptomatiques ou pas, ben, éliminent dans leur fluide biologique. Alors au départ, on a souvent parlé des matières fécales, hein, mais effectivement, dans tous les fluides biologiques, ils sont éliminés et ces fluides biologiques se retrouvent dans les eaux usées. Et dans ces eaux usées, on peut, par des techniques qui ont été très bien présentées dans les conférences précédentes, hein, de biologie moléculaire, de séquençage, détecter un certain nombre d'agents pathogènes. Donc cela a été utilisé pour le SARS-CoV-2 et on s'est rendu compte effectivement que c'était d'un intérêt vraiment stratégique puisque ça pouvait éviter un criblage individuel de chaque malade et donner une image en fait de la circulation euh, du virus dans la population. Donc le consortium s'est créé autour de plusieurs organismes de recherche, dont l'IRBA qui a été présenté, mais il y avait aussi l'IFREMER, Sorbonne Université, Haute-Paris, l'Université de Nancy, le LCPME, donc de microbiologie environnementale, et aussi un certain nombre de partenaires privés. Donc on avait mené dès mars 2020 une étude pilote en France, hein, vous voyez sur... bon, je ne plus, oui, je peux faire avec la... Voilà. Donc ici, l'étude pilote, hein, donc là, on voit pas bien avec la couleur, mais vous avez en fait le premier confinement, donc la quantité de virus qui était présente dans les eaux usées s'effondre durant le premier confinement. Alors juste ici, vous avez le deuxième confinement, vous voyez qu'il a été moins ardent, deuxième confinement, et donc la concentration a moins baissé. Donc le principe était simple, avec des techniques moléculaires ici, voilà, que vous mettez en œuvre sur des échantillons d'eau usée, que vous analysez ensuite par des modèles mathématiques performants pour faire un lissage, pour prendre en compte les quantités variables, l'input important des eaux de pluie, par exemple, etc., qui viennent diluer le virus. Donc ça, c'est vraiment très important, hein, c'est un message à retenir qu'effectivement, toutes ces analyses de biologie moléculaire nécessitent d'avoir un traitement mathématique consécutif. Et avec ça, on a pu faire ce suivi de l'incidence du SARS-CoV-2 dans plusieurs villes, etc. Donc vous avez vu qu'on a suivi à peu près 200 stations d'eau usée, on faisait 2 échantillons par semaine et on pouvait sortir des courbes comme ça pour chaque station d'eau usée. Donc là, je ne sais pas si on le voit très très bien. On a pu montrer ici qu'on avait une petite avance, hein, de 2 à 7 jours, donc dans le signal des eaux usées, avec les signaux comparés chez les personnes malades ou les taux d'hospitalisation.
Donc, vous avez eu des présentations très bonnes sur ces techniques. Donc, on a pu identifier chaque variant dans les eaux usées, hein, l'apparition au cours du temps, et ensuite aussi des séquençages profonds métagénomiques. Donc, on voit bien tout ça, la circulation des variants, je n'y reviens pas. Alors, une petite application pratique que certains connaissent peut-être. Donc, nous avions eu des épidémies sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc, on a dit, tiens, on va utiliser un peu les eaux usées. Donc, on a montré des concepts assez marrants, là. Donc, vous avez un petit pic dans les eaux usées, un premier malade détecté, ensuite un gros pic des malades et encore un autre pic et on découvre ensuite des malades. Alors, ces malades ont été isolés pour ne pas contaminer les autres. On les mettait dans une autre zone, une autre tranche du porte-avions. Donc, dès qu'on les mettait dans cette zone, hop, on retrouvait les virus dans les eaux usées de ces zones. Donc ça marchait assez bien. Bon, c'était un peu variant dépendant, donc quand il y a eu beaucoup de transmissions, sur d'autres variants comme Omicron et tout ça marchait un peu moins bien. Mais là, c'était le variant delta, ça marchait très, très bien. Alors ensuite, cette expertise s'est élargie, hein, qui était d'abord ciblée sur le SARS-CoV-2. On a fait quelques recherches sur le Mpox. En ce moment, il y a encore toujours des analyses sur des infections respiratoires, les grippes, les virus syncytiaux, la rougeole, des infections sexuellement transmissibles. Donc, cette méthode est transposable à toute une variété d'agents pathogènes, même des marqueurs de l'antibiorésistance, même si ce n'est pas le cœur de métier du réseau Bépine de faire de l'antibiorésistance, puisqu'il y a des équipes qui travaillent bien ça. Donc, on a fait un certain nombre de publications, on a remporté des appels d'offres, fait de nombreuses conférences. On remercie aussi l'OMS qui nous a donc permis de faire cette conférence internationale en novembre 2004. Et on intervient aussi dans les cursus de formation universitaire et on a quelques équipes en Europe, au Brésil, en Tunisie, au Maroc qui perpétuent. Donc, je vais vous présenter maintenant le projet Aubépine Plus qui a été financé par l'ANR à hauteur de 10 millions d'euros. Mais donc, vous voyez que l'écosystème initial s'est élargi à d'autres acteurs. Donc, on a toujours nos exploitants, hein, des stations d'eau usée, mais on a accueilli l'INRAE, l'École nationale vétérinaire de Toulouse, voilà, des instituts Pasteur de Guyane, aussi le Centre national de recherche en génomique humaine, bon, qu'on connaissait déjà un petit peu, mais donc, Aubépine Plus s'inscrit dans la continuité du réseau Aubépine. Hein, donc, pour simplifier, hein, c'est d'élargir le spectre des recherches dans la même matrice que sont les OUC. Donc, je vais essayer de vous détailler rapidement les work packages qui vont être mis en œuvre au cours de ces 5 prochaines années. Donc, on a un premier work package qui est constitué par les infrastructures. Alors, il y a les sites ateliers, je vais en reparler un petit peu après. Donc, on a un certain nombre de laboratoires. Une autre infrastructure importante, ça sera une aquatech. Donc, on va essayer on conserve déjà un certain nombre d'échantillons, mais on va essayer de formaliser tout ça de belle manière pour avoir un suivi de tous ces échantillons et de permettre après des études rétrospectives. On a un pôle de séquençage bioinformatique et on va essayer de mettre en place un pilote de vieillissement des eaux usées pour voir un peu au cours du temps si on peut avoir les mêmes signaux, s'ils faiblissent et si on arrive à retrouver un certain nombre de choses. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement du WP3, ce sont des sites ateliers. Donc ce W3 va être en fait en gros la ressource, hein, en prélèvement, donc essentiellement des eaux usées, mais on verra plus tard que ça peut être des eaux de lagunage, des rivières, des eaux douces et éventuellement des effluents d'abattoirs, voilà, pour alimenter les autres WP qui sont plus techniques, donc l'aquatech, l'échantillonnage que je vais vous décrire maintenant. Donc, comme zone, voilà, nous avons identifié donc les égouts, les stations usées, c'est un peu historique. Donc, on va élargir aux zones humides, aux zones littorales, au lagunage, donc notamment avec nos amis de Guyane. Et avec, donc, dans le sud-ouest et aussi dans l'est de la France, nous suivrons un certain nombre d'élevages, d'abattoirs et notamment des usines de méthanisation. Je vous le détaillerai un petit peu après. Donc, avec une trentaine d'élevages de canards qui amènent donc toutes les matières fécales donc en traitement sont mises en méthanisation et on peut effectivement donc avoir une idée un peu plus. L'aquatech, donc qui la caractérise essentiellement, c'est une gouvernance centralisée, hein, d'essayer de bien identifier, de créer des métadonnées, de dire bah, cet échantillon a été prélevé à tel moment ici, etc., pour pouvoir après mieux l'exploiter.
Donc on va se poser un certain nombre de questions et on va contacter, on a déjà commencé, les autres, organismes en charge de faire ce stockage des eaux usées, qui stockent quoi, comment, et cetera, pour partager, tout cela. Donc il y a déjà un gros système qui a été mis en place en Europe, notamment à l'initiative des Néerlandais qui ont été une des équipes les plus en avance et qui ont un système de surveillance vraiment très, très performant. Donc nous échangerons sur les pratiques de stockage, comment mettre à disposition les échantillons. Alors c'est une question, alors ça peut paraître simple quand on en parle, mais c'est assez difficile. Combien il faut en stocker? Est-ce qu'il faut 5 millilitres, 20 millilitres? Est-ce qu'il faut de l'eau non traitée, que les concentrats, que les extraits pour les PCR? Donc c'est pas si simple de créer une aquatech. Donc on a des chercheurs vraiment spécialisés. Donc vous voyez qu'on n'a pas un seul site, mais que toutes les équipes vont un peu stocker une partie, des aquatech pour être un peu redondant et ne pas avoir une panne généralisée, qui pourrait nous embêter. Alors il y a un WP5, très important qui est un peu piloté par le professeur Vincent Maréchal de Sorbonne Université de l'INSERM, hein, de savoir quels sont les pathogènes émergents. C'est ce qui nous intéresse, tous aujourd'hui, hein. Donc bon, on retrouve les familles stars, voilà, l'arbovirus, les pox, les filoviridae, les grippes, bien sûr, les zoonoses et les maladies animales. Donc on doit faire cette veille bibliographique, en collaboration avec d'autres experts et surtout de bien faire la revue sur les pathogènes qui sont détectables dans les eaux usées, hein. Combien il y en a? Est-ce qu'ils sont viables? Voilà, donc il y a pas tout le temps des données, sur, on trouve dans les matières fécales, la survie, parce que vous savez que dans les eaux usées, il y a les détergents, d'autres molécules qui peuvent altérer, ça. Un autre point important, monsieur Leroy en a parlé, hein, c'est l'échantillonnage. Donc, nous, on est convaincus que les eaux usées, bah, sont un bon lieu de recueil. Voilà, et ça permet d'avoir une idée à peu près claire. On pourrait avoir une idée à peu près claire, pour nos questions, scientifiques. Donc nous allons étudier toutes ces techniques d'échantillonnage. Alors vous savez que pour le Covid, on a montré qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on appelait en anglais les grab sampling, de faire un prélèvement ponctuel dans la journée n'est pas représentatif. Donc il faut asservir en fait le prélèvement au débit, hein. Quand il y a beaucoup d'eau usée qui arrive, eh ben, il faut prélever beaucoup, plutôt à 10 heures le matin. Voilà, bon, il y a des... Vous imaginez pourquoi. Et voilà, donc ça c'est très important. Donc il y a des modélisations. Les mathématiciens travaillent beaucoup pour donner le bon moment, le moment dans la semaine, combien de fois par semaine, et cetera. Bon, c'est très, très intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les prélèvements, actifs, voilà, avec des robots préleveurs, qui sont intelligents. Mais ces robots préleveurs, c'est difficile de les mettre, par exemple, dans les égouts parce qu'il faut les surveiller, et cetera. Donc il y a d'autres techniques qu'on appelle de l'échantillonnage passif, donc avec des systèmes, de filtres là, qui sont imprimés 3D dans lesquels vous mettez des membranes qui peuvent venir absorber, les virus ou les autres agents, pathogènes. On mettra en place, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, un banc, qui permettra de tester des nouveaux matériaux techniques de prélèvement, les plus performants, le type de gaz, le type de membrane, et cetera. Donc, ce qui est important, dans notre nouveau projet Aubépine Plus, hein, c'est d'étendre cette surveillance des eaux usées et des égouts à des lagunages et de voir un peu comment on peut faire des systèmes de filtration, de recueil, un peu, on est assez proche, pour les gens qui connaissent un peu ça, de l'échantillonnage pour les substances chimiques, hein, avec des filtres qui intègrent le signal sur plusieurs semaines. Ça marche assez bien. Bon, le gros du travail, quand on entend madame, Soisy Le Guyadère, c'est le WP essentiel. Donc sur les méthodes analytiques, bon, on a vu que c'est vraiment crucial de bien connaître, tout ça, d'optimiser les méthodes de concentration des virus, hein, parce que quand vous avez des grosses quantités d'eau qui sont, prélevées, bon, c'est très dilué, donc il faut ramener, les virus dans des petits volumes. Donc comment on extrait ces acides nucléiques à partir de ces échantillons, essayer d'avoir des approches en multiplex, hein, de détection simultanée de plusieurs agents, hein, pour que sur un seul prélèvement, ben, on ait une idée. Donc la métagénomique, bien sûr, est une solution, pour fait tout ça. Je ne vais pas revenir dans les détails, vous l'avez très bien expliqué. Donc on va travailler essentiellement pour les gros travaux pardon, de séquençage avec le Centre national de recherche génomique à Évry et aussi, les équipes de Sophie Antipolis du CNRS. Donc un autre point important, si le professeur Madet était là, je dirais que c'est vraiment essentiel aussi, le mathématicien, même s'il n'est que mathématicien, mais c'est très, très important. Donc
ce qui va être crucial pour l'avenir, hein, c'est d'améliorer, d'étendre les modèles, les modélisations dans l'épidémiologie des eaux usées. Donc quand on lit la presse, bon, vous avez tous les mathématiciens qui s'affrontent. Est-ce que j'utilise un filtre de Kalman? Est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle? Bon, savoir quel est le... Voilà, donc tout en même temps, comparé. Donc c'est vraiment très, très important. Les gros challenges, c'est d'avoir un outil qui est aussi efficace pour détecter des clusters isolés que des grosses épidémies d'un coup. Voilà, est-ce que le signal est un peu identique? Est-ce qu'il faut le traiter de la même manière? Donc ça, je fais une confiance à tous ces modélisateurs, et cetera, et aussi vraiment les infections très rares, quelques cas, comme vous avez montré dans les autres présentations. Donc il faudra avoir un indicateur qualitatif, quantitatif, en temps réel, hein, puisque lorsqu'on était vraiment très actif dans la routine, ce que j'ai pas dit, c'est que le réseau Bpin+ sera plus recherche que vraiment ce qui avait été fait pour le SARS-CoV-2. On était vraiment dans la crise et on aidait aussi à l'aide sanitaire. Mais en tout cas, les personnes de Santé publique France ou de l'ANSES ou de la Direction générale de la santé aiment avoir très rapidement les informations pour prendre les décisions de santé publique qui s'imposent. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup de travail. On a des jeunes mathématiciens et des anciens qui travaillent bien. Un des derniers WP qui est vraiment crucial, c'est de savoir si les virus dans les eaux usées sont infectieux et le risque de dissémination des maladies par l'environnement. Donc c'était un peu connu, hein, donc c'est le rôle des eaux usées comme vecteur. Voilà, mais alors l'épidémiologie des eaux usées, c'est plutôt d'avoir une idée de biomarqueurs, hein, c'est-à-dire que les personnes ou les animaux infectés vont relarguer dans les eaux usées des indicateurs. Mais après, ça se rejoint puisque tout le monde pose des questions. Est-ce qu'il y a ça dans les eaux usées? Est-ce qu'il y a des antibiorésistances? Est-ce qu'il y a des substances chimiques? Est-ce que voilà. Donc on retrouve un peu, c'est à la connexion, mais il y a quand même une petite différence entre l'épidémiologie des eaux usées et la surveillance environnementale des eaux usées. Donc ça, je peux passer. Donc les objectifs, hein, c'est de bien confirmer le caractère infectieux d'un virus dans les eaux usées. Évaluer aussi l'effet virucide sur les traitements des eaux usées, des boues. On a eu ce problème pour le Covid, de savoir si on pouvait rejeter les boues d'épuration directement dans la nature. Donc, il avait été montré qu'il fallait faire quand même un traitement par la chaleur ou par la soude, une substance basique pour détruire les virus et éviter pardon, la dissémination des virus. Donc bien sûr, comme il y a beaucoup de professeurs d'université dans les équipes, donc la formation, l'information, la formation continue, les étudiants, donc on va prendre beaucoup de stagiaires, et cetera, à la fois en France et aussi à l'étranger. Alors pour terminer, quelques exemples d'applications pratiques qui ont été initiées ou vont l'être très rapidement. Donc l'influenza aviaire hautement pathogène en Europe et en France, hein, bon, vous le savez, c'est une amplitude sans précédent. La stratégie classique d'abattage, on en parlait à midi, est insuffisante, donc les vaccinations, et cetera. Donc je vous ai remis, je crois que c'est à jour les nombres de cas, mais j'en suis pas hyper certain. Donc vous avez effectivement des cas, d'où la nécessité d'avoir une surveillance assez, performante, hein. Donc le concept a été prouvé aussi aux États-Unis, hein, avec le National Wastewater Surveillance System a bien détecté effectivement, des virus dans les eaux usées, et cetera. Donc c'est le projet Méthaniflu, hein, qui est mis en œuvre essentiellement par l'École nationale, vétérinaire de Toulouse et l'INRAE, avec le professeur Jean-Luc Guérin et Sébastien Soubise. Donc voilà, je peux me voilà, donc le but, c'est d'analyser les eaux usées des élevages, hein, notamment des lisiers de canards, de suivre les virus à faible pathogénicité et d'avoir effectivement une centralisation de tous ces prélèvements. Alors qu'un camion en exploitation et vous allez arriver dans l'usine de méthanisation et donc ça vous permet de faire ce screening assez large de tous ces élevages en détectant ces fameux virions pathogènes. Donc le but, c'est de détecter, de voir l'évolution pendant un an de tout cela. Donc, voilà, détection et quantification, on va optimiser les techniques, bien sûr, on isolera et seront les virus, voilà. Alors, il y a un petit biais, effectivement, donc pour les oiseaux sauvages, pour l'instant, c'est pas bien mis en place, mais on va étudier, comme je vous le disais, les lagunages, les retenues d'eau, les zones humides, pour essayer de rechercher ces virus et de savoir comment bien concentrer le virus pour le détecter.
Donc la preuve de concept est faite, on a bien amélioré la détection, les séquençages des virus, c'est prêt. Donc on a un peu de difficulté pour l'isolement des virus, mais ça va être mis en place. Alors c'est pas tout à fait un virus, mais je vous le dis, donc pour montrer que c'est assez large, hein, on a un projet qui s'appelle Sensor qui a commencé ou qui va commencer, sur la cryptosporidiose. Donc vous le savez, de grands cas de cryptosporidiose en France qui sont en augmentation. Les épidémies sont de plus en plus détectées, hein, dans les eaux usées. Bon, on en trouve à peu près, sur 50%, une fois sur 2, des cryptosporidiums. Donc le but, hein, c'est un peu, vous avez compris le principe, hein, de rechercher la présence de ces cryptosporidiums, de génotyper les souches et de comparer ces données à ce qui existe dans les souches humaines génotypées, comme vous l'avez bien dit. Cette fois-ci, pour terminer, monsieur Leroy a bien parlé de l'hépatite E, donc je partage, entièrement, son voilà, alors je sais pas s'il y a des chauves-souris. Voilà, donc je crois que j'ai oublié les chauves-souris. Je les rajouterai, donc voilà, c'est très important, je j'y reviens pas, voilà, mais on voit que les eaux usées, hein, sont effectivement une possibilité, de recueil, voire de contamination, pour, l'hépatite. Avec notamment des transferts, hein, lorsqu'il y a des excès d'eau usée, qu'il y a de fortes pluies, vous pouvez avoir un relargage, des virus, hépatiteux qui sont, relargués dans les eaux superficielles. Donc là, il y a eu ici on le voit, quelques essais qui ont fait, c'est publié dans cet article tout récent là, donc 115 prélèvements hebdomadaires et on a détecté, vous voyez, du virus à des très fortes, concentrations, hein, plus de 5 logs sur les 2 sites. Donc il y a vraiment une circulation vraiment très importante du virus. On peut bien sûr typer le type de virus, bon c'est du sous-type 3 assez classique, mais ce qui est vraiment important ici, c'est d'avoir pu détecter un peu en avance, 21 jours, parce que les auteurs étaient intéressés pour, savoir, pardon, étaient intéressés pour avoir, parce qu'il y a des possibilités de transmission par, le sang, hein, de faire cette enquête chez les donneurs de sang. Donc, je vous renvoie à cet article où je le détaillerai un peu plus dans le document écrit. Donc, en conclusion, je dirais que le réseau Aubépine donc va mener maintenant ce projet Aubépine Plus, hein, qui est vraiment un réseau de recherche, de mise au point de méthodes, de plateformes, d'identifier des compétences. Voilà, j'en ai identifié, j'irai voir un certain nombre d'entre vous. Voilà, donc nous aussi, on peut partager un certain nombre de travaux, en tout cas d'évolution de nos demandes. On est bien sûr, intéressé par le One Health, hein, le président du conseil scientifique de Bépine, c'est Jean-Luc Angot. Donc on est bien sûr en lien avec, Présode. Voilà, donc il y a vraiment, le vétérinaire que je suis, heu, sera attentif à cette question du One Health. Mais bon, tout le monde en parle, donc il y a plus tellement de discussions. Heu, voilà, donc on aimerait effectivement faire des détections rapides multiplex. Et alors, des points un peu touchy, en tout cas d'attention pour les eaux usées, hein, c'est l'ouverture publique des données avec des possibilités, bon, d'avoir des renseignements très précis dans des zones, donc un aspect éthique. Voilà, donc par exemple le Mpox, ça a posé un peu des questions de savoir où c'est qu'il y avait du Mpox à Paris, voilà, de stigmatiser éventuellement des populations et cetera. Donc ça, c'est une grosse, heu, une grosse réflexion des chercheurs dans les eaux usées de bien poser un cadre éthique. Ça fait partie aussi de nos exigences dans le projet Aubépine Plus. Voilà, et il y a un texte européen qui, oblige maintenant les pays à mettre en place cette surveillance dans les eaux usées puisque c'est un outil reconnu dans de nombreux pays, du monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère ne pas avoir été trop long.